Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais évoquer le fait qu'il y a de nombreuses perturbations circadiennes, notamment dans le cas du vieillissement. Typiquement, avec l'âge, on a des rythmes circadiens qui s'atténuent en amplitude. Il y a également le cas du stress chronique qui est associé à des perturbations circadiennes. On a également plusieurs pathologies, les cancers, la cécité, le diabète, l'obésité. Et puis, il y a des facteurs socio-économiques qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, comme par exemple le travail de nuit, le travail posté, le jet lag chronique, qui sont associés à des perturbations circadiennes. Et on va voir à présent qu'en fait, certaines de ces situations en fait, sont pathogènes. C'est ce qui est indiqué par cette flèche rouge que vous voyez sur ce schéma. Et pourquoi? Eh bien, on l'a déjà évoqué, cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Pourquoi est-ce que ces facteurs socio-économiques qui conduisent à des désynchronisations sont délétères, en tout cas pour les rythmes? Eh bien, évidemment, parce qu'il y a une exposition à la lumière de nuit, il y a des repas nocturnes ou irréguliers, et il y a, comme ça a déjà été évoqué, un sommeil qui est diurne, qui est souvent de mauvaise qualité et très souvent trop court. Alors, avant d'évoquer les mécanismes physiopathologiques, on va déjà parler des mécanismes physiologiques. Comment ça marche? Alors, vous savez déjà depuis l'exposé de Claude Gronfier que l'horloge principale chez les humains est localisée dans une petite structure de l'hypothalamus qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Donc, vous avez ici un schéma qui vous rappelle les mécanismes génétiques qui permettent à ces horloges de fonctionner, en fait, qui sont des rouages moléculaires qui, si vous voulez, qui fabriquent des signaux temporels. D'accord? Donc, comme l'a évoqué Claude ce matin, ce sont des oscillations qui sont auto-entretenues. Et ces oscillations auto-entretenues, en fait, ont été particulièrement bien démontrées dans ces noyaux suprachiasmatiques. Et on a, au sein de chaque cellule, des gènes qui sont en fait des cibles de cette horloge moléculaire, qu'on appelle des gènes contrôlés par l'horloge, et ce sont ces gènes cibles qui vont être à l'origine des signaux temporels. Parce qu'en fait, une horloge, elle génère un temps interne, mais l'important, c'est qu'elle donne des signaux temporels, donc elle donne l'heure. Et comme l'a rappelé Claude également, ces mécanismes moléculaires, en fait, notre discipline a été récompensée, si je puis dire, par un prix Nobel de médecine en 2017, ce qui a, pour les 3 chercheurs américains qui ont découvert les mécanismes fondamentaux de ces oscillations moléculaires chez la mouche drosophile, mais en fait, les mécanismes sont assez voisins chez les mammifères et en particulier chez l'homme. Alors, en fait, j'ai intitulé cette diapositive « Le corps horloge ». Pourquoi? Eh bien, parce que cette horloge suprachiasmatique, c'est l'horloge principale. C'est le chef d'orchestre. Mais ce n'est pas la seule horloge. En effet, dans le cerveau, il y a de nombreuses horloges qu'on appelle secondaires et dans tous nos tissus périphériques, y compris dans la peau, par exemple, dans le tissu adipeux, dans le foie, dans le pancréas, dans le cœur. À chaque fois, dans chacun de ces organes, il y a des horloges moléculaires qui fonctionnent de manière locale. Mais ces horloges secondaires sont sous le contrôle de l'horloge principale, donc du chef d'orchestre. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette diapositive « Le corps horloge », parce qu'en fait, on a une multitude d'horloges, et le système circadien, c'est donc un réseau d'horloges, un réseau multi-oscillant. Alors, comment ça marche, en fait? Comment le chef d'orchestre donne le tempo aux horloges périphériques? Eh bien, tout d'abord, les signaux temporels qui sont émis par l'horloge principale, par les noyaux suprachiasmatiques, se connectent, se branchent sur un réseau de fibres nerveuses qu'on appelle le système nerveux autonome, qui en fait innerve tous nos tissus périphériques. Et ce système nerveux autonome, c'est celui qui permet par exemple, d'avoir le rythme cardiaque qui s'accélère quand on fait de l'exercice, qui permet à la pupille de se dilater si on est à l'obscurité ou de se rétrécir s'il y a une forte intensité lumineuse. Voilà, c'est toutes les fonctions qui sont régulées par le système nerveux sans qu'on y pense de manière consciente. Et donc, les noyaux suprachiasmatiques sont connectés sur ce réseau neuronal et distribuent comme ça des signaux temporels. Et puis, il y a une autre voie plus indirecte qui en fait est la suite de ce système nerveux autonome. Ce sont des glandes qui
qui libèrent des hormones de manière rythmique. Par exemple, la mélatonine qui est sécrétée par la glande pinéale et qui est sécrétée exclusivement pendant la période nocturne. Donc toutes les structures qui vont exprimer des récepteurs à cette hormone vont recevoir des signaux temporels par le fait que cette hormone est libérée que pendant la nuit. C'est le cas notamment de l'horloge principale, les noyaux suprachiasmatiques, mais c'est le cas aussi de plusieurs horloges périphériques, comme par exemple le tissu adipeux. Une autre hormone qui a un rythme très marqué et étroitement contrôlé par l'horloge principale, c'est le cortisol, donc l'hormone du stress, déjà évoquée par Claude Gronfier ce matin. Et cette hormone, elle n'est pas sécrétée de nuit comme la mélatonine, elle est sécrétée, il y a un pic le matin, en fait, qui anticipe la période d'activité. En fait, c'est un signal qui va indiquer à l'organisme que ça va bientôt être l'heure de se lever, et donc il prépare notre organisme à nous réveiller. Et vous voyez que la sécrétion de cortisol anticipe l'heure de réveil avec la barre noire là, qui indique la période de sommeil. Alors, ces rythmes hormonaux, ce sont donc des donneurs de temps internes et tout n'est pas de la même phase circadienne puisque la mélatonine est sécrétée la nuit et le cortisol est sécrété le jour, mais tous les tissus qui expriment des récepteurs à ces hormones vont recevoir par le biais de ce rythme des informations temporelles et donc vont permettre à l'horloge principale d'indiquer aux horloges périphériques l'heure qu'il est. Mais ces signaux sont parfois brouillés par des signaux externes, comme par exemple la lumière de nuit, une exposition à la lumière de nuit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va inhiber la synthèse et la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale. Donc les tissus périphériques ou l'horloge principale qui devait recevoir ce signal temporel va perdre ce signal temporel. De la même façon, un stress, et spécialement en particulier un stress en fin de journée ou en début de nuit, au moment où normalement on a des valeurs très basses de manière endogène, eh bien le stress va provoquer une libération aiguë ou chronique de cortisol, et là encore ça va un petit peu brouiller les signaux temporels. Cependant, si on essaye de s'affranchir de ces effets directs, on appelle ça également des effets de masquage, c'est-à-dire qu'ils empêchent de vraiment voir le rythme endogène de manière très précise. Quand on est, par exemple, en condition de laboratoire, on peut utiliser ces rythmes hormonaux, comme donc, rythme de sécrétion de mélatonine ou rythme de sécrétion de cortisol, comme des marqueurs de phase de l'horloge suprachiasmatique. C'était par exemple le cas de l'aveugle présenté par Claude Gronfier ce matin, où on regardait le début de montée de la sécrétion de mélatonine, donc en absence d'exposition à la lumière. Et sinon, pour les patients qui sont voyants, eh bien, on diminue l'intensité lumineuse pour être sûr que la lumière ne vienne pas perturber les résultats. Donc maintenant, on a vu qu'on avait des horloges qui génèrent un temps interne. Ces horloges sont couplées entre elles par le chef d'orchestre qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Mais maintenant, l'intérêt d'avoir un système circadien, donc avec une période qui est légèrement différente de 24 heures, c'est d'être en phase avec son environnement. Et donc, comme l'a expliqué Claude ce matin, c'est la lumière qui est le synchroniseur le plus puissant de l'horloge suprachiasmatique. Mais à présent, je vais vous expliquer que d'autres facteurs de l'environnement participent à la synchronisation des rythmes circadiens. Et donc, on verra que le fait qu'ils participent à cette synchronisation, de la même façon que la lumière, quand elle est perçue à un mauvais moment, ces facteurs non photiques, s'ils sont effectués ou perçus à un mauvais moment, peuvent aussi avoir des effets de désynchronisation. Donc, parmi les facteurs non photiques que je vais évoquer à présent, figurent les facteurs comportementaux, c'est-à-dire, par exemple, l'exercice physique, et j'évoquerai brièvement la dette de sommeil, en particulier par ses aspects purement chronobiologiques, puisqu'après, cet après-midi, il y aura un exposé spécifique sur la privation de sommeil en lien avec le travail posté. Autre catégorie que je vais évoquer, ce sont les facteurs nutritionnels. Alors, en particulier, donc, les repas, ce qu'on mange, quand on mange et ce qu'on mange. Et on verra que ça agit aussi sur le système circadien et de manière différente entre l'horloge principale et les horloges périphériques. Alors, si je commence maintenant par les facteurs comportementaux. Comme démonstration que l'exercice physique est capable d'agir sur l'horloge principale, vous pouvez voir sur le schéma de gauche
ce qu'on appelle une courbe de réponse de phase. Donc c'est une étude très complète qui a été menée sur plus de 100 sujets, qui résume un petit peu l'effet de l'exercice sur l'horloge principale, en utilisant comme marqueur de phase, une fois encore, le début de sécrétion nocturne de la mélatonine. Donc vous voyez sur ce graphique la période de sommeil, qui là démarrerait à peu près à minuit et qui se finirait environ à 8 heures du matin. Et donc les points violets indiquent l'amplitude du déphasage, que quand ce sont des valeurs positives, c'est une avance de phase de l'horloge suprachiasmatique, et quand c'est une valeur négative, donc vers le bas, en dessous du trait 0, c'est un retard de phase. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien en fait que l'exercice physique, dans ce cas-là c'est un exercice d'intensité modérée, 1 heure environ de tapis roulant, cela provoque des retards de phase en fin de journée et en début de nuit, le soir, autrement dit, et des avances de phase en fin de nuit et le matin. Ce qui rappelle étrangement l'effet de la lumière. Autrement dit, chez l'humain, l'exercice physique, même s'il est modéré, mais quand même qui dure 1 heure, est capable d'agir sur l'horloge suprachiasmatique et de déphaser l'horloge. En fonction du moment où on fait cet exercice physique. Tout à fait, exactement comme la lumière. Mais là, dans ce cas-là, les sujets étaient maintenus en lumière faible constante, donc il n'y avait pas d'effet de la lumière. Donc c'est indépendant de la lumière, mais ça mime les effets de la lumière. Pour effectivement tester cette hypothèse, une autre étude a été menée, c'est le schéma de droite, où là, les mêmes sujets ont été exposés soit à de la lumière, c'est le petit histogramme jaune, soit ils ont fait un exercice, c'est l'histogramme violet, soit ils ont fait l'exercice en présence de lumière forte. Et qu'est-ce qu'on voit? Effectivement que l'exercice, là c'était un exercice d'1 heure et demie, entraîne un retard de phase qui est à peu près similaire à celui de la lumière, mais quand on faisait les deux en même temps, c'est-à-dire exposition à la lumière et exercice, on potentialisait l'effet de l'exercice ou l'exercice potentialise l'effet de la lumière. Enfin, il y a un effet additif en tout cas. Donc ça peut être très bien, sauf si on veut se décaler ou se resynchroniser plus rapidement, par exemple dans le cas d'un voyage transméridien, mais inversement, on voit qu'on peut exacerber le déphasage induit par la lumière si on fait l'exercice en même temps. Voilà. Donc interaction et effet additionnel de l'exercice sur les déphasages de l'horloge principale. Maintenant, quelques mots sur la privation de sommeil. Juste un petit mot sur cet exercice. Ce qui est important aussi, c'est le moment où cet exercice se fait, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas là. Tout à fait. Ok. Donc si par exemple c'est un exercice en fin de journée, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces différences, des effets? C'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire en fin de journée, un exercice va entraîner un retard de phase. Voilà, c'est ça. Donc si on veut se retarder, c'est bien non seulement d'être exposé à une lumière. Donc en fin de journée, c'est-à-dire quoi? À partir de 20h, quelque chose comme ça? Là, c'est ce qu'on voit, c'est à partir de... Oui, non, mais c'est même 18h. Là, 18h, d'accord. 18h. Après, ça dépend évidemment... Donc on aura envie de se coucher plus tard. C'est ça. Et le lendemain, spontanément, on se couchera plus tard si on n'est pas exposé à la lumière la journée. Après, il y a évidemment la combinaison dans la vie courante aux autres synchroniseurs. L'alimentation, la lumière et l'exercice. On voit qu'on peut potentialiser, hein, effectivement, on peut cumuler les facteurs pour agir sur l'horloge biologique. Mais ça veut dire que ça peut aussi avoir des effets plus désynchronisants si on ne veut pas se décaler. Ouais, exactement, donc il faut faire attention. C'est compliqué. À manier avec précaution. Donc maintenant, l'exemple de la privation de sommeil. Donc là, c'est l'effet chez l'animal, une privation aiguë de sommeil de 6 heures. Et l'on voit sur le schéma de gauche, donc chez les rongeurs nocturnes, comme la souris par exemple, que la privation de sommeil en elle-même n'a pas d'effet de déphasage. En revanche, elle réduit l'effet de déphasage de la lumière. Chez les rongeurs nocturnes, qui nous intéressent plus ici, puisqu'ils sont un meilleur modèle du cycle veille-sommeil humain, on a, c'est donc l'histogramme violet, on a un retard de phase qui est induit par une privation de sommeil. Et quand on combine privation de sommeil et exposition à la lumière, ce sont les schémas hachurés en jaune, on voit que la privation de sommeil augmente l'effet de déphasage de la lumière d'une manière assez similaire, assez voisine à ce qu'on vient d'observer pour l'exercice dans l'espèce humaine.
Et je signale également que de la caféine, prise en début de nuit cette fois-ci chez les humains, également déphase l'horloge et retarde l'horloge. Voilà. Donc, il n'y a pas seulement l'exercice, mais la caféine en début de nuit qui n'est pas forcément recommandée, sauf si on veut se retarder son horloge. Alors, on va passer maintenant à l'alimentation. Alors, c'est un vaste sujet, puisque on va parler de l'horaire des repas. On pourrait également parler de la distribution des repas, mais je n'en parlerai pas. Je vais plutôt parler, quand je vais dire horaire des repas, c'est-à-dire de la période d'alimentation par rapport à la période de non-alimentation par jour. Et puis j'évoquerai aussi le fait que les facteurs métaboliques, c'est-à-dire ce qu'on mange, la nature de ce qu'on mange et la quantité de calories, peuvent aussi avoir un impact. Et on verra surtout que cet impact n'est pas le même entre l'horloge principale et les horloges périphériques. Et pour cela, j'ai choisi d'illustrer ce propos par une étude pionnière qui date des années 2000 et qui a démontré l'effet de l'horaire des repas sur les horloges périphériques chez l'animal. Et en fait, donc c'est juste au moment, en 2000, au moment où on découvrait ces gènes d'horloge. Donc c'était tout à fait une étude pionnière à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait ces auteurs? Ils ont étudié des souris, donc, qui est un animal nocturne, et ils ont comparé des souris qui étaient nourries le jour, donc une période inhabituelle, en bleu, c'est ce qu'on voit sur les graphes de droite, ou nourries seulement la nuit, donc c'est la période habituelle de prise alimentaire. Et ils ont regardé, à la fois dans l'horloge principale et dans l'horloge du foie, dans l'horloge hépatique. Ils ont regardé comme marqueur de phase de ces horloges l'oscillation d'un de ces gènes d'horloge, le gène, en l'occurrence le gène PER1. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Que dans les noyaux suprachiasmatiques, que les animaux mangent pendant la nuit, la période habituelle, ou uniquement pendant le jour, leur période habituelle de repos, ça ne change rien à l'horloge principale. Elle reste parfaitement synchronisée par la lumière, parce que les animaux étaient maintenus dans un cycle de lumière et d'obscurité. En revanche, dans le foie, on voit que l'alimentation est capable de totalement contrôler les oscillations circadiennes du foie. Ce qui veut dire que chez ces animaux qui étaient nourris pendant le jour, l'horloge principale restait synchronisée à la lumière, alors que l'horloge hépatique était synchronisée par l'alimentation. Et donc, l'organisation temporelle normale était totalement perdue, pour le dire simplement. Alors, ça a été montré pour le foie, mais ça a été reproduit pour de nombreuses autres horloges périphériques, et ça a été confirmé par de nombreux laboratoires. Donc c'est un fait vraiment bien établi. Et même maintenant chez l'homme, il y a des études qui ont montré, donc de manière assez indirecte, mais malgré tout les conclusions sont les mêmes, que si on mange par exemple un repas très tardif, le soir, un dîner très tardif, eh bien notre horloge principale ne sera pas déphasée. Là je parle en gardant une lumière faible, pour ne pas qu'il y ait une interaction avec la lumière. L'horloge principale restera synchronisée aux conditions lumineuses, mais les horloges périphériques, par exemple le tissu adipeux, lui va se décaler. Donc un décalage, alors avec quel? Donc un décalage entre l'horloge principale et puis certaines horloges locales, avec quels effets? C'est problématique ça, à votre avis? Ben oui, après en fait on se rend compte que, que ça a des impacts délétères sur la santé métabolique. Après, ça favorise l'obésité. Ça favorise l'obésité. Et le diabète. Et le diabète. D'accord. Et c'est ce que je vais illustrer plus en détail par la suite. Mais l'important là, c'est qu'on voit que le chef d'orchestre, là, ne perd son autorité, si je puis dire. Oui. Il reste bien synchronisé à la lumière, mais les horloges périphériques suivent la nourriture. Donc c'est là qu'on voit que l'heure des repas est très importante pour le contrôle de la rythmicité périphérique. Alors on connaît un petit peu mieux les mécanismes qui permettent à ces horloges périphériques d'être remises à l'heure par les repas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que par exemple, des hormones qui sont libérées après la prise alimentaire, comme par exemple l'insuline ou le cortisol, une fois de plus, donc l'hormone du stress, eh bien, agissent directement sur les horloges moléculaires et remettent à l'heure en induisant ou en inhibant l'expression de certains gènes particuliers que vous voyez ici sur ce schéma. Alors, c'est ce que je voulais dire comme
de manière assez globale sur le fait de l'horaire des repas. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la nature de la prise alimentaire. Donc là, je vais surtout présenter des données précliniques chez l'animal, puisque ça a été surtout étudié à ce niveau-là. Et on a par exemple une souris qui est nourrie soit avec un régime standard, donc c'est en rouge, et donc c'est une souris nocturne, elle mange essentiellement pendant la nuit, elle a quand même quelques petits repas de jour, contrairement à d'autres espèces, mais elle a quand même un rythme très marqué, avec une forte prise alimentaire pendant la nuit. Et si on lui donne à manger un régime riche en gras, eh bien, spontanément, là, elle n'est pas du tout contrainte, elle mange quand elle veut, cette souris, eh bien, spontanément, elle mange moins la nuit pendant sa période habituelle de prise alimentaire et elle mange plus le jour pendant sa période habituelle de repos. Et on va voir que ce n'est pas du tout anodin. Pourquoi ? Eh bien, je l'expliquerai un petit peu par la suite. Je vais laisser un petit peu de suspense. Et autre constatation, alors que l'horaire des repas n'agit pas sur l'horloge principale, la nature de ce qu'on mange peut agir sur l'horloge principale. Par exemple, on s'est rendu compte que chez des souris qui sont nourries avec un régime gras, deviennent rapidement obèses et ont une horloge suprachiasmatique qui fonctionne plus lentement. Donc ça agit sur la périodicité des oscillations circadiennes. Sur cet exemple que je vous ai présenté ici, on a regardé l'effet du régime gras sur la synchronisation à la lumière de l'horloge principale. Comment on a procédé ? En fait, on a exposé des souris à une lumière standard de 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, on a fait un décalage du cycle de 6 heures. Un décalage abrupt. En une journée, on avance de 6 heures le cycle de lumière-obscurité. Donc ça correspond un petit peu à ce qu'on peut subir lorsqu'on fait un voyage entre, par exemple, de New York à Paris. On a également une avance de phase de 6 heures. Et dans ce cas-là, l'horloge principale, il lui faut plusieurs jours pour ça ne se fait pas du jour au lendemain, la resynchronisation, parce que c'est une horloge. Donc il lui faut plusieurs jours, il y a une inertie qui est inhérente à son fonctionnement interne, moléculaire. Elle met plusieurs jours à se resynchroniser. Et soit dit en passant, les horloges périphériques mettent encore plus de temps que l'horloge principale. Donc, ce qui peut expliquer le syndrome de jet lag que connaissent certaines personnes, c'est-à-dire qu'au moment où elles sont totalement désynchronisées, quand elles se resynchronisent après un vol de plusieurs méridiens, elles ont des vertiges, des troubles digestifs, etc. C'est aussi parce que toutes nos horloges ont du mal à se recaler au nouveau temps local. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce schéma ? Eh bien, par rapport à une souris normale, une souris avec un régime normal, standard, sur le schéma de gauche, qui met à peu près 4-5 jours à se resynchroniser au nouveau cycle de lumière-obscurité. Lorsque la souris a été préalablement nourrie avec un régime gras, eh bien, on voit qu'elle met beaucoup plus de temps. Autrement dit, le fait de manger de la nourriture grasse et de devenir obèse ralentit la synchronisation à la lumière. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le travail posté et le métabolisme. Et je voudrais rappeler une étude, en fait c'est l'une des toutes premières approches épidémiologiques qui a été menée à grande échelle. Donc je l'ai cité parce que c'est l'une des premières, une étude qui date de 2001, qui a été menée sur 27 000 sujets. Et dans cette cohorte, les auteurs ont étudié des facteurs de risque métabolique, comme des valeurs élevées de triglycérides, peu de bon cholestérol, une glycémie à jeun élevée, une mauvaise tolérance au glucose, ou un indice de masse corporelle supérieur à 30, donc qui révèle une obésité. Et ils ont comparé des femmes et les hommes donc, qui travaillaient soit en travail posté, donc en travail irrégulier, soit en travail de jour. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Eh bien, que le pourcentage, chez les femmes par exemple, que le pourcentage d'individus qui avaient 2 de ces facteurs de risque était supérieur chez les personnels en travail posté par rapport aux personnes en travail de jour. Et de même que pour les personnes qui avaient 3 facteurs de risque, systématiquement, le pourcentage était plus élevé
dans le cas du travail posté. Chez les hommes, il y avait également les mêmes conclusions avec un pourcentage d'hommes qui avaient 2 facteurs ou 3 facteurs de risque métabolique qui étaient avec des proportions supérieures lors du travail posté par rapport à ceux qui sont au travail de jour. Alors en fait, cette étude on pourrait subir certaines critiques, notamment la durée du travail posté, etc. Mais malgré tout... Qui n'était pas indiqué, c'est ça, qui n'était pas maîtrisé. Qui n'était pas pris en compte. Non, c'était... je ne me souviens plus de la fourchette, mais bon... D'accord, c'est large. Voilà, il y a des limitations, mais malgré tout, ça veut dire que si on est au hasard du côté du travail posté, on a plus de chances, plus de risques de développer l'un de ces facteurs de risque métabolique. Alors, comment ça peut s'expliquer sur le plan physiopathologique? Bien, tout d'abord, on peut imaginer que ces troubles circadiens résultent d'altérations de l'horloge, des horloges moléculaires. Donc ça a été bien montré chez les rongeurs. On peut, par génie génétique, altérer ou supprimer l'expression de certains gènes d'horloge. Et chez les humains, il y a également, enfin c'est assez rare, mais des variants, des polymorphismes dans les gènes d'horloge qui se traduisent par des facteurs de risque métabolique. Mais ce n'est pas très fréquent. Par contre, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est que les humains soient exposés à un environnement ethnique, un environnement rythmé qui est altéré. Par exemple, le jet lag chronique, donc c'est-à-dire quand on prend très souvent l'avion, c'est-à-dire aussi le travail posté, puisque dans ces cas-là, c'est ce qu'on a déjà expliqué, la lumière étant perçue à des mauvais moments va désynchroniser l'horloge principale, et si la durée d'exposition est trop... si les changements sont trop rapides, l'horloge n'a pas le temps de s'habituer au nouveau régime, et les rythmes sont de manière récurrente complètement désynchronisés. Et puis l'autre facteur que j'ai évoqué, ce sont des repas pris à heures entre guillemets inhabituelles, sachant que l'horaire des repas est le plus puissant synchroniseur des horloges périphériques. Et donc là, l'idée que je voudrais développer, c'est que ces facteurs synchroniseurs qu'on a bien identifiés deviennent désynchroniseurs s'ils sont perçus à des moments qui ne conviennent pas au cycle de vie de l'espèce. Et donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, l'être humain est une espèce diurne et donc on est censé manger le jour, être exposé à la lumière le jour et dormir la nuit. Alors, il y a pas mal de données précliniques qui effectivement ont démontré les conséquences délétères sur le métabolisme du jet lag chronique. Donc je vais vous en présenter rapidement quelques-unes. Le jet lag chronique, c'est typiquement un pilote, une hôtesse de l'air c'est ça, en fait, c'est ouais. ça. Après, ça dépend bien sûr comment dire. Oui, s'ils voyagent qu'en voyage, s'ils reviennent tout de suite le lendemain, ou s'ils ont des jours de repos. Et donc, après, c'est là aussi, il y a tous les cas de figure possibles. Moi, je vais vous parler d'études précliniques chez l'animal, où là, par exemple, on fait des cycles, on change le cycle de 8 heures ou de 10 heures 2 fois par semaine. Et le cycle de quoi? Qu'est-ce qu'on change du cycle de lumière-obscurité. C'est la lumière-obscurité, ouais, c'est ça. On joue sur la lumière. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Sur le schéma de gauche, on a un rat qui est maintenu dans un cycle standard. Donc, vous voyez qu'il y a une belle verticalité de son activité nocturne, qui est figurée par les petits points qu'on voit ici. Alors que sur le schéma, sur la colonne B, on voit que là, cet animal qui est justement exposé à ces changements récurrents du cycle de lumière-obscurité, eh bien, on perd tout à fait la rythmicité journalière. Vous voyez que ça va un petit peu dans tous les sens. C'est impressionnant, ce graphique. Hein. Oui, tout à fait. Et là, l'animal n'est absolument pas contraint. Donc, il mange quand il veut, il boit quand il veut. Il est tout à fait libre de faire ce qu'il veut. La seule différence entre les deux groupes, c'est ce cycle de lumière-obscurité qui diffère. Et quand on regarde le schéma de droite, eh bien, que voit-on? Le rat est un animal qui prend du poids assez spontanément. Ce sont les petits carrés blancs pour les animaux témoins. Mais vous voyez que les animaux désynchronisés, les carrés noirs, eh bien, ils prennent plus de masse. Donc, autrement dit, c'est ce simple fait de les désynchroniser par la lumière est obésogène. Et on a également montré que ça avait des effets délétères sur la sécrétion d'insuline, du coup, ce qui peut conduire à un état prédiabétique. Alors ça, c'était l'exemple chez un rat
tourne. Alors, autre exemple maintenant, chez la souris, mais cette fois-ci, on n'a pas laissé les animaux manger ce qu'ils voulaient, on les a obligés à manger soit le jour, soit la nuit. Donc quand on oblige une souris à manger que la nuit, c'est son régime standard, tout va très bien. C'est ce qu'on voit sur le schéma de gauche. On a la prise alimentaire ici en rouge pour les animaux qui sont nourris que la nuit. Chez les animaux qui sont nourris que le jour, on voit que les animaux, en fait, mangent plus que les animaux que la nuit et du coup deviennent plus gros, développent une adiposité plus importante, mais cette fois-ci, c'est en partie dû au fait que spontanément, quand on les oblige à manger pendant la période habituelle de repos, ils mangent plus que la normale. Donc là encore, là, on voit deux aspects. D'une part, que manger pendant la période habituelle de repos, c'est mauvais pour le métabolisme, mais en plus, il y a des effets sur la régulation de la prise alimentaire qui, là, favorise un apport calorique un peu trop important. Autre exemple qui conduit à la même conclusion, mais cette fois-ci dans le cas d'un régime, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est un régime standard, donc un régime parfaitement équilibré. La même conclusion arrive lorsque l'on oblige les souris à manger un régime enrichi en gras, qui est donc obésogène spontanément. On voit que les animaux qui sont nourris que le jour grossissent encore beaucoup plus que les animaux qui sont nourris que la nuit. Donc on voit qu'il y a une augmentation de prise de masse chez l'animal lorsqu'il est nourri pendant la période habituelle de repos. Alors chez l'humain maintenant, donc là je devrais évoquer des études épidémiologiques qui ont été menées à long terme, à grande échelle. On voit que, par exemple, sauter le petit déjeuner n'est pas bon pour le métabolisme. Prendre un dîner systématiquement très calorique et tardif n'est pas bon non plus. Ou encore la noctophagie, qui n'est pas un symptôme qui n'est pas très commun, et qui consiste à se réveiller la nuit pour les manger. Dans ces trois situations, eh bien, les facteurs de risque de développer de l'obésité et du diabète sont augmentés. Alors, comment ça peut s'expliquer? Eh bien, c'est ce que j'essaye d'un petit peu d'expliquer avec les schémas de droite. Donc, en gros, le schéma d'alimentation qui est favorable, c'est le schéma du haut, en vert, où on a une période d'alimentation qui dure à peu près 12 heures, avec plutôt une prise calorique plus importante jusqu'à midi, et plus faible le soir, et avec un décalage avant la période de sommeil. Pourquoi? Eh bien parce que donc, physiologiquement, la période de veille, c'est la période de prise alimentaire et c'est aussi la période où on restaure nos réserves énergétiques. Donc on fabrique du tissu adipeux, on fabrique du glycogène dans le foie, alors que la période de nuit, la période de sommeil, c'est une période de jeûne. On n'est pas censé manger pendant la nuit et au contraire, on est censé mobiliser nos réserves. On utilise notre glycogène hépatique et on utilise notre réserve, consomme un petit peu de notre réserve adipeuse. Inversement, sur le schéma du bas, en rouge, si on prend, par exemple, si on saute le petit déjeuner, on va avoir tendance à manger plus à midi ou le soir. Et si on mange beaucoup le soir, en fait, on a physiologiquement une très forte capacité à stocker les réserves. Et du coup, on va, pour la même quantité d'énergie qui serait mangée le matin ou le soir, on va plus stocker de réserves le soir. Donc ça, c'est pas bon si on veut maigrir, par exemple. Bien sûr, c'est bon si on est quelqu'un de très maigre ou cachectique, même, voilà, ce serait une bonne recommandation. Mais généralement, dans nos sociétés actuelles, on mange un peu trop. Et le problème, c'est plutôt le surpoids. Et donc, il faut éviter, pour ces raisons, de prendre des dîners copieux et tardifs. Et effectivement, on le voit très bien, en tout cas chez l'animal, lorsque l'on contrôle l'horaire des repas. Dans le cas du régime gras, si vous vous souvenez, la souris, spontanément, quand on lui donne à manger du gras, se met à manger à toute heure du jour et de la nuit. C'est ce qu'on voit sur le schéma de gauche avec les petits symboles roses. Et si on contraint ces souris à manger que pendant la nuit, donc pendant la période habituelle de repos, eh bien, elles ont la même quantité de calories ingérées par jour que leurs voisines qui sont nourries à volonté, qui choisissent quand elles mangent et donc qui mangent le jour. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, qu'il y a un effet majeur sur la prise de masse
lorsque l'on contraint les souris à manger que la nuit, eh bien c'est extrêmement bénéfique pour elles, à la fois sur le plan de l'adiposité, c'est ce qu'on voit sur la courbe. Vous rappelez que c'est des animaux qui vivent la nuit. Tout à fait. Donc il faut tout inverser par rapport à nous. C'est ça, voilà. Et pareil, pour le foie qui devient un foie gras à cause du régime enrichi en lipides, il n'y a pas ce symptôme de stéatose chez les souris qui sont nourries que la nuit. Donc, cet exemple est assez démonstratif parce que ça montre que même si le régime est déséquilibré, si on prend en compte la chronobiologie de l'espèce, eh bien, ça permet de limiter les effets sur la santé métabolique. Et autre exemple, alors là j'ai choisi un exemple de modèle expérimental de travail de nuit, mais vraiment entre guillemets, parce qu'il faut se rendre compte que c'est assez difficile sur le plan expérimental de forcer des animaux à travailler entre guillemets ou à être actifs quand ils ont envie de dormir. C'est pas si facile, vous réfléchirez à la question, mais c'est pas évident. Et donc là, les auteurs ont choisi comme modèle de travail de nuit, donc entre guillemets vraiment, de forcer les animaux à être actifs, mais de manière très modérée, c'est-à-dire qu'ils ont des routes d'activité, et la roue tourne très lentement, donc ça, mais vraiment très lentement, hein, c'est pas stressant pour l'animal, ça a été d'ailleurs mesuré, ça les empêche de dormir, mais ils ne sont pas vraiment actifs au sens, ils n'ont pas une activité physique intense. Voilà. Mais quand même, rien que d'empêcher ces animaux de dormir de manière chronique pendant la période habituelle de repos provoque une prise de masse. C'est ce qu'on voit à gauche. Donc les témoins en vert et les témoins hachurés sont ces animaux modèles de travail de nuit, activité modérée. Et ces animaux avaient une nourriture à volonté. Maintenant, si on oblige les animaux à manger pendant le jour, chez les groupes témoins, ils grossissent plus, c'est ce qu'on a vu déjà chez la souris. Et si en même temps on a une activité modérée pendant la période de jour, ça n'a pas d'effet aggravant. Par contre, le modèle intéressant, c'est lorsque l'on oblige, entre guillemets, ces animaux à manger que la nuit, mais on les rend actifs le jour pour mimer le travail posté. Dans ce cas-là, eh bien, ils grossissent beaucoup moins. Donc on voit que sur le plan métabolique, si on maintient la prise alimentaire pendant la période habituelle d'activité, même si on est déphasé, si notre cycle veille-sommeil est déphasé, ça a un effet bénéfique sur le métabolisme. À ma connaissance, ça n'a pas été testé chez les humains, mais bon, ça pourrait éventuellement donner des pistes à considérer. Et maintenant, deux exemples pour montrer que chez l'humain, l'horaire des repas module l'efficacité de la perte de masse. Donc là, il ne s'agit plus d'un travail posté, il s'agit de... Module, ça veut dire à une action. Hein. Oui. Ça. Donc là, c'est dans le cas de 2 régimes amaigrissants. Et la conclusion, c'est que si le repas principal est tardif, c'est-à-dire après 15 heures, que ce soit le repas du midi ou le dîner, eh bien la perte de masse est moins efficace et l'amaigrissement est moins rapide. De la même façon, avec une étude comparative entre 2 régimes, avec un petit déjeuner copieux, un repas de 500 calories et un dîner léger, ou bien un petit déjeuner léger, un repas copieux et un dîner très calorique. Excusez-moi, là je vois qu'il y a une faute de frappe sur cette ligne. Eh bien, la conclusion, c'est que le petit déjeuner hypercalorique a un effet bénéfique sur la perte de masse. Et il y a aussi une amélioration de la tolérance au glucose chez ces sujets qui étaient obèses au départ. Donc là encore, on voit que la répartition de la prise alimentaire dans les 24 heures, et en particulier pendant la phase d'activité, a une importance, et il vaut mieux prendre plus de calories en début de période d'activité qu'en fin de période d'activité. Voilà. Donc, en conclusion, on a vu que l'exercice et la privation de sommeil modifient la rythmicité circadienne, et notamment agissent sur l'horloge principale. On a vu aussi que les facteurs nutritionnels modifiaient la rythmicité circadienne, et que l'horaire des repas était un puissant synchroniseur des horloges périphériques, mais qu'il n'agissait pas sur l'horloge centrale. Au contraire des facteurs métaboliques, en tout cas l'exemple que je vous ai donné concernait le régime gras, qui
perturbe ou qui, en tout cas, agit sur l'horloge principale. Et enfin, la désynchronisation circadienne qui favorise les désordres métaboliques, avec l'exemple du jet lag chronique qui provoque une adiposité augmentée et ou une diminution de la tolérance au glucose. Et enfin, les repas pris pendant la période habituelle de repos qui sont assez systématiquement associés à une prise de masse et une adipogénèse augmentée. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'écoute vos questions. Merci beaucoup Étienne Chalet, merci infiniment. Oui, alors on va essayer de... Parce qu'évidemment, on est en plein dans la recherche, donc il y a beaucoup de choses et d'informations, mais on va essayer effectivement de faire une petite synthèse avec vous, puis avec vos questions, parce que vous nous en avez posé pas mal. D'ailleurs, il y a la dernière, là, c'est qu'est-ce que c'est qu'un dîner tardif? Qu'est-ce que vous appelez un dîner tardif? Oui, après, bon, c'est vrai que c'est un petit peu subjectif peut-être, mais ça dépend aussi si on est du matin ou du soir, c'est toujours aussi la question. Et je prendrais du coup l'exemple de quelqu'un qui serait du matin, qui se lèverait à, disons, 6 heures du matin et qui prendrait un dîner à, disons, 22 heures. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est effectivement assez tard. Après, il y a aussi l'aspect énergétique, c'est-à-dire, c'est pas forcément qu'il soit tardif, si c'est une collation, c'est ça. Un souper, disons, ça c'est pas très grave, mais c'est si on prend quelque chose de très calorique, il y avait les deux, hein, c'était absolument tardif mais et calorique. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de l'effet de la caféine pendant une petite minute. On vous demande est-ce que la théine a le même effet que la caféine, mais ce que je crois savoir, c'est que la théine, c'est de la caféine. C'est pas tout à fait la même molécule. C'est pas tout à fait la même molécule, d'accord. En fait, je ne saurais pas répondre. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un petit risque, mais je ne connais pas d'études qui aient étudié la théine, à vrai dire. D'accord. Et donc, vous disiez qu'effectivement, la caféine repousse l'heure du sommeil. Hein, quand on, voilà, mais ça, on le savait, ça empêche de dormir. Hein, c'est ça que ça veut dire? Non, oui, ça empêche de dormir parce que c'est un effet éveillant, mais c'est aussi un effet de déphasage de l'horloge. C'est ça, d'accord, en plus. Le lendemain, enfin même le jour même, on va se lever plus tard le matin. D'accord, mais ça c'est du café, c'est l'effet du café lorsqu'on le prend le soir. C'est ça. D'accord, on est bien d'accord. Parfait. Le matin, c'est très bien. Le matin, ça ne pose pas de problème. Alors, il y a aussi des questions très concrètes sur l'exercice physique, les repas, etc., justement pour les travailleurs de nuit. Alors, vous travaillez chez l'animal, mais vous avez les épaules larges, vous avez une vision large des choses. Alors, je vous pose des questions quand même. Quels horaires de repas peut-on conseiller aux travailleurs de nuit? Alors, imaginons quelqu'un qui n'est pas en travail avec des horaires décalés, mais qui travaille toutes les nuits à la même heure. Après, effectivement, là, ça dépend vraiment du schéma d'organisation du travail de la personne. Si c'est tout le temps de nuit, je suggérerais que ça devienne un sujet nocturne, du coup, c'est-à-dire sommeil diurne et activité et prise alimentaire nocturne. Donc, mon activité, c'est la nuit, donc mes repas, je les prends le plus possible la nuit. Pour un travail de nuit. Pour un travail de nuit, on est bien d'accord. Pour un travail en horaire tournant, voilà, c'est ça. Là, je suggérerais de garder 2 jours. Mais bon, honnêtement, je dis... Là, ça devient compliqué quand même. Je spécule. Voilà. Je spécule. Bon. Mais vous avez bien noté que c'est de la spéculation. Donc, en fait, quand on travaille complètement de nuit, essayer d'avoir un rythme de nuit, finalement. Mais en même temps, c'est vrai que les travailleurs de nuit, ils veulent aussi avoir une vie sociale. Et la vie sociale, c'est le jour. C'est-à-dire au moment où, justement, ils sont censés dormir. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut... il faut dormir, mais en même temps pouvoir s'occuper de ses amis, de sa famille, etc. Ah oui, je sais bien. Ah, bien sûr. Il faut limiter les décalages au maximum. C'est ça. C'est ça le maître mot. Comment peut-on se servir de l'activité physique pour aider à la resynchronisation des rythmes biologiques chez les salariés postés? Là, c'est du travail posté. L'activité physique. En fait, l'activité physique pourrait éviter de se désynchroniser. Mais là encore, le travail posté, ça peut être les 3-8 par exemple. On pourrait imaginer qu'on
il faudrait bien réfléchir à quand on fait l'exercice, parce qu'on a vu que l'exercice n'a pas le même effet de déphasage selon l'heure à laquelle il est effectué. Voilà, c'est ça. Mais donc ça a un effet, donc attention à la manière de faire l'exercice physique. Maintenant, comment l'utiliser, là, ça devient un petit peu compliqué, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça dépend du schéma de chacun. Hein, du schéma de chacun. Est-ce que je suis un petit dormeur, un gros dormeur? Non, mais pas seulement, je veux dire du schéma de travail aussi. Ah, du schéma de travail, oui, c'est ça. Donc, voilà, il faut savoir... C'est un outil qui pourrait être développé. C'est ça, mais il faut savoir... Alors c'est un peu difficile aujourd'hui de dire exactement comment. Il y a tellement une multitude de cas personnels, et puis de cas professionnels aussi. Hein, donc voilà, en tout cas, ça a un effet. C'est ça qu'il faut savoir, hein, ça a un effet. Un petit déjeuner copieux, est-ce qu'un petit déjeuner copieux n'impacterait pas la qualité du sommeil de ceux qui reviennent d'un travail de nuit? Je reviens d'un travail de nuit et je fais un petit déjeuner copieux. Tout à fait. Moi, là, ce ne serait plus un petit déjeuner, du coup. Ce serait justement aller se coucher, ce serait un dîner. C'est ça. Alors, c'est peut-être du café, du pain et des tartines, mais c'est un dîner, quoi. Parce que c'était, d'aller se coucher. Je parlais pour des personnes en horaire de jour. C'est ça, c'est ça. Donc là, effectivement, ce serait à déconseiller. Est-ce qu'il vaut mieux conserver aux travailleurs de nuit de conserver le rythme alimentaire diurne et éviter le sucre la nuit pour cause de non-sécrétion d'insuline? Après, c'est ce qu'on a déjà dit dans la première question. Si la personne est en travail de nuit permanent, je pense que c'est mieux d'essayer de s'inverser totalement. De s'inverser, c'est-à-dire d'avoir des repas la nuit. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et vraiment de se dire le jour, et donc essayer de faire en sorte que l'horloge biologique... Peut-être sur les horaires, mais voilà, le moins possible se décaler. C'est ça le... Le moins possible se décaler. D'accord. Alors finalement, oui, c'est ça. Donc je reprends un petit peu mes notes. Donc la nature de ce qu'on mange agit sur l'horloge biologique aussi. Mm-hmm. Ça, c'est assez étonnant. Donc, et le gras a cette action de repousser, de retarder l'horloge, c'est ça? Oui, ça diminue les propriétés de synchronisation à la lumière. Donc c'est plutôt qu'on a du mal à se resynchroniser, c'est ça? On met plus de temps, voilà. On met plus de temps à se Ça marche quand même. Hein, oui, ça marche quand même, c'est ça. Et donc, se désynchroniser, c'est obésogène. C'est ça. Ouais. Donc ça veut dire diabétogène. Et diabétogène, bien sûr. Donc se désynchroniser, ça veut dire le fait de, notamment dans ce jet lag chronique, par exemple, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Après, une fois de plus, ça ne veut pas dire que si on est exposé à un jet lag chronique, on va forcément développer une obésité ou un diabète, mais on augmente le risque de le devenir. Exactement. Alors vous m'aviez dit, quand on s'était parlé, c'est quand même bien d'avoir au moins 12 heures pendant notre nuit, pendant lesquelles on ne mange pas, hein, qui est ce moment de 12 heures pendant lequel, à un moment donné, on ne mange pas quand c'est pour nous la nuit, finalement. Oui, mais c'était le schéma en vert que j'avais présenté, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir, pour nos horloges, entre autres, et pour le métabolisme aussi, d'avoir une période d'alimentation et une période de jeûne. Et du coup, ça aussi, ça donne un signal aux cellules. Elles savent que c'est aussi la période de non-alimentation qui est censée donc correspondre à la période de sommeil, de baisse de la température, etc. Synthèse de mélatonine et tout ça. Donc vous diriez que si on est déjà en surpoids, il vaut peut-être mieux éviter le travail de nuit? Oui, ça ce serait ma suggestion. Bon, ce serait ma suggestion, hein. D'accord, très bien. Parce que le travail de nuit éventuellement va aggraver le problème. Mais va potentiellement aggraver le problème. Potentiellement aggraver le problème, très bien. Quelles recommandations pour la pratique de sport selon que l'on est couche-tôt ou couche-tard? Alors on ne dit pas que si c'est pour le travail de nuit ou pas, mais disons que ce n'est pas pour le travail de nuit, je suis couche-tôt, je suis couche-tard, je suis au travail de jour, est-ce que vous avez une recommandation? Travail de jour. Après, le tout, c'est de ne pas faire du sport trop tard le soir. Trop tard le soir, voilà. C'est ça. Hein, pour avoir une horloge bien synchronisée. Et pas trop tôt le matin non plus, parce que si c'est des lève-tôt, parce que du coup, ils vont encore avancer plus leur horloge. C'est un petit peu comme s'ils s'exposent à la lumière le matin, ils sont déjà en avance de phase et ils vont encore plus s'avancer. Donc là, il faut pas trop déborder. Donc, j'ai l'impression que vous reprenez certaines préconisations qui ont été fournies en matière d'alimentation, manger sainement, pas trop gras, pas trop sucré, à heure fixe, bien dormir. Oui. Donc, mens sana in corpore sano, quoi.
Vous reprenez des choses qu'on... Mais ça, voilà, vous confirmez. Mais c'est aussi... C'est la même raison qu'évoquait Claude Gonfier, c'est l'éclairage artificiel qui fait que nos frigidaires qui sont bien remplis en permanence, on peut se lever à toute heure du jour et de la nuit, on peut manger à toute heure du jour et de la nuit, donc on oublie un petit peu cette structure temporelle d'origine que devaient certainement avoir nos ancêtres, je suppose. Ouais. Et voilà. Et si on perd ça, eh bien on s'expose à des risques métaboliques. Alors, vous parlez quand même d'un petit déjeuner qui serait, vous avez dit, hyper calorique. Hyper calorique, ça veut dire très calorique. Hein. Donc, c'est quoi? Avec des protéines, du jambon, ce genre de choses-là, et du gras, du sucre. Et donc, vous disiez plutôt, d'après ce que je crois comprendre, hein, que ça avait des effets plutôt positifs, notamment... Ou en tout cas, ça n'a pas d'effet délétère. D'accord. Parce qu'en fait, surtout si on a un petit peu d'activité, éventuellement Ce qu'on appelle le petit déjeuner, c'est le premier repas au réveil, on est d'accord? C'est ça, bon, okay. Tout à fait. Ouais. Oui. Et donc, oui, pardon, je vous ai interrompu. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc c'est-à-dire que comme on va avoir la période de veille, d'activité à venir, si même on a mangé un peu plus que les préconisations, c'est pas très grave puisqu'on va un petit peu, si vous voulez, griller les calories. Au contraire, si on prend ce même surplus de calories le soir, là on va pas les griller, on va les stocker puisqu'on va se coucher. Alors là, j'ai quelqu'un qui écrit ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire. Quelqu'un qui dit « Mais même le travail de nuit permanent intègre des repos ». Point d'exclamation. Sauf sur les plateformes pétrolières au nord du cercle polaire, pour l'interrogation. Je ne sais pas comment vous voulez réagir à cette interjection. Là, par un point d'interrogation. Par un point d'interrogation, d'accord. Faites des phrases complètes, parce que sinon ça va être compliqué. Parfait. Écoutez, on a vu à peu près tout ce qu'on voulait se dire. Écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous.